Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première partie du cours sur limite et continuité avec exercice d'application. Ce chapitre comporte 6 parties. Dans la première partie de cette vidéo, on verra la limite d'une fonction en un point. Dans la deuxième partie, nouvelle vidéo, on verra la continuité d'une fonction numérique. Dans la partie 3, on verra l'image d'un intervalle par une fonction continue. Dans la partie 4, on verra le théorème des valeurs intermédiaires TVI. Dans la cinquième partie, on verra la fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone. Et dernièrement, dans la partie 6, on verra la fonction arctangente réservée aux élèves sciences mathématiques. Alors, dans la première partie, on s'intéressera à la définition de la limite d'une fonction en un point, suivie d'un exercice d'application. Puis, on verra les limites des fonctions usuelles. Et après, on verra les opérations sur les limites. Et finalement, on fera un exercice d'application extrait du livre Al-Mufid. Cette vidéo est destinée aux étudiants en première année et deuxième année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Limite d'une fonction en un point. Définition. Soit f est une fonction définie sur un intervalle pointé de centre A et elle appartient à R. On dit que f tend vers L quand x tend vers A si, quel que soit epsilon strictement positif, il existe état strictement positif, quel que soit x appartenant à df, la valeur absolue de x moins a supérieure strictement à 0, inférieure strictement à état, implique la valeur absolue de f de x moins L inférieure strictement à epsilon. Et on écrit la limite de f de x quand x tend vers A est égale à L. Alors maintenant, on va expliquer cette définition. Alors, soit f une fonction définie sur un intervalle pointé de centre A. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un intervalle pointé de centre A? Donc, si il existe un R strictement positif, alors l'intervalle en question ici est de la forme donc A moins R et A plus R. Alors ça, c'est un intervalle de centre A. Donc si on a ici A, alors on retranche petit r ici, on retranche de A petit r, c'est-à-dire on va avoir A moins R, et là, on va avoir A plus R. Donc cet intervalle ici, ouvert, il est de centre A. Alors, on dit aussi que cet intervalle est pointé de centre A. Alors, pointé, c'est-à-dire auquel on exclut le A. Donc ici, on va aussi enlever le A. Alors ça, c'est un intervalle, ou bien c'est la forme d'un intervalle pointé de centre A. Alors, on enlève A juste pour que si f, donc parce que si f n'est pas défini en A, donc il faut enlever A. Sinon, s'il est défini en A, donc c'est pas grave. C'est-à-dire, on peut le garder. Alors, on dit que f tend vers L quand x tend vers A si, quel que soit epsilon strictement positif, il existe état strictement positif. Alors, je vous rappelle que déjà, on a vu dans le chapitre logique mathématique, en première année bac, on a déjà vu que l'ordre des quantificateurs est très important dans une proposition. Donc ici, on a une longue proposition, comme vous voyez. L'ordre des quantificateurs est très important. Si on change l'ordre, si on commence par il existe état strictement positif, puis on met quel que soit epsilon strictement positif, alors cette proposition va changer de sens. On ne va pas avoir la même proposition. Alors, quel que soit epsilon strictement positif, il existe état strictement positif. Donc tout de suite, on déduit que état est en fonction de epsilon. Donc, c'est-à-dire état dépend de epsilon. Donc d'ailleurs, on va voir ça dans les exercices. Alors, on fixe, généralement, la démarche, c'est on fixe un epsilon et puis on cherche un état qui vérifie ces choses-là. Donc, toujours on trouve que état est en fonction de epsilon. On cherche état en fonction de epsilon. Alors, quel que soit epsilon strictement positif, il existe état strictement positif
quel que soit x appartenant à df, ça c'est facultatif. Bien sûr, on travaille dans le domaine de définition de f. Alors ici, on a oublié, donc soit f est une fonction définie sur un intervalle pointé. Donc ici, on a trouvé l'intervalle pointé, donc pointé en A et de centre A. Et il est inclus dans df. Donc cet intervalle inclut df. Voilà, donc quel que soit epsilon strictement positif, il existe état strictement positif, quel que soit x appartenant à df. Alors maintenant, valeur absolue de x moins a, strictement positif. Alors déjà on sait que la valeur absolue de grand X est toujours positif. Donc rien à ajouter. Alors si on veut dire que cette valeur absolue est strictement positive, alors c'est quoi ça? Ça veut dire que c'est idem à dire que la valeur absolue de x est différente de 0. Donc c'est normal puisque la valeur absolue de x est toujours positif. Donc s'il est strictement positif, donc ça veut dire qu'il est différent de 0 tout simplement. Donc pour nous ici, valeur absolue de x moins a différente de, ou bien strictement positif, ça veut dire que la valeur absolue de x moins a différente de 0, équivalent à x moins a différente de 0, équivalent à x différent de a, tout simplement. Ça veut dire que x s'approche de a sans qu'il soit égal à a. Alors, on continue, on dit aussi que la valeur absolue de x moins a inférieure strictement à eta implique que la valeur absolue de f de x moins L inférieure strictement à epsilon. Alors, on va maintenant expliciter la valeur absolue de x moins a inférieure à eta. Alors, valeur absolue de x moins a inférieure strictement à eta. Alors, ceci est équivalent à, donc, valeur absolue comprise bien x moins a comprise entre moins eta et eta. Donc, x moins a supérieur à moins eta inférieur à eta. Équivalent à x. Donc, ici, on va ajouter a à tous les côtés. On va avoir a moins eta inférieur à x. X inférieur à a plus eta. Alors, si on ajoute l'autre condition, strictement supérieure à 0, alors ici on va ajouter que x moins a, qu'on vient de le dire, x différent de a. Donc on va mettre ici et x différent de a. Même chose ici, et x différent de a. Alors ceci est équivalent à, donc x appartient à l'intervalle ouvert, a moins eta, a plus eta. Et puisque x différent de a, donc on va exclure a. Alors, même chose, donc on va prendre f de x moins L, valeur absolue inférieure à epsilon, et on va mettre f de x moins L en valeur absolue inférieure strictement à epsilon, équivalent à. Donc, on ne va pas refaire les mêmes calculs qu'on a fait ici, donc on va écrire directement f de x appartient. Donc, pour nous, le f de x joue le rôle de x, L joue le rôle de a, epsilon joue le rôle de eta. Donc, il suffit de faire les mêmes calculs qu'on a fait ici. On va trouver que f de x appartient à l'intervalle L moins epsilon et L plus epsilon. Alors voilà, donc dans cette définition, on dit quel que soit epsilon strictement positif. Alors, la première des choses qu'on va faire, même dans les exercices, on va, donc les exercices où on vous demande de montrer la limite de f de x égale à L quand x tend vers A, en utilisant la définition. On va voir une application juste après cette définition. Alors, la première des choses qu'il faut faire, il faut fixer un epsilon. Donc, on fixe un epsilon. Donc, on va voir ça sur un schéma. Alors, on va maintenant expliquer cette définition sur la figure suivante. Alors, ici, en bleu, on a la fonction f. Donc, ça, c'est la courbe CF en bleu. Alors, on va, comme on a déjà dit, on va fixer un epsilon. Donc, par exemple, donc ici tout d'abord, L appartient à R. Donc, donc ici L. Ici, on aura A, par exemple. Donc ici, x tend vers A et la limite, c'est L. Donc voilà. Alors, on va fixer un epsilon de telle façon à avoir ici L moins epsilon. Et là, on va avoir L plus epsilon. Alors maintenant, on va chercher un état strictement positif de telle façon à avoir, alors cette condition c'est quoi? On a déjà explicité ici. De telle façon à avoir un intervalle centré, pointé et centré en A
dans les x, ou bien les images des x, donc x appartient à cet intervalle pointé centré en A, alors son image, f de x, appartient à L moins epsilon, L plus epsilon. Donc on va chercher un intervalle centré en A, de telle façon à avoir son image inclus dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, c'est-à-dire que cette image doit être dans la zone entre les deux droites parallèles en rose. Donc ici, le moment où on entre dans cette zone entre les deux droites parallèles, donc ici et là, lorsqu'on sort. Alors ici, l'objectif de cette définition, de trouver état. Donc on va trouver état de telle façon, par exemple, ici c'est état, par exemple, on va mettre, donc on va chercher un intervalle centré en A, ou bien de rayon état, c'est-à-dire ici on va avoir A moins état, et là on va avoir A plus état. Alors, cet intervalle est centré en A, donc le A est ici au centre. Alors, les images, comme ici on a trouvé, X appartient à cet intervalle centré en A. Alors, les images ou bien l'image de ce X, on va le voir dans L moins epsilon, L plus epsilon. Donc, on va projeter sur la courbe CF. Et bien sûr, on va trouver que l'image est dans L moins epsilon, L plus epsilon, et toujours entre les deux droites parallèles en rose. Alors, autre chose, le état ici n'est pas unique. On peut trouver plusieurs états, mais l'essentiel, c'est de trouver un seul. Si on a trouvé un état qui vérifie cette définition, donc on a prouvé la limite. La limite de f de x quand x tend vers a est égale à L. Donc, il suffit de trouver un seul état qui vérifie cette proposition. Application. Alors, pour les élèves sciences expérimentales, vous n'êtes pas censé savoir l'utilisation de la limite, donc vous pouvez passer au reste de cette vidéo. Mais pour les élèves sciences mathématiques, vous pouvez avoir besoin de la définition de la limite dans certains exercices. Alors ici, soit f, la fonction définie par f de x égale à 2x plus 1 sur x plus 1. Première question, montrer que pour tout x appartenant à 0, 2, ouvert, la valeur absolue de f de x moins 3 demi inférieure ou égale à 1 demi, valeur absolue de x moins 1. Alors tout d'abord, on va fixer un x dans 0, 2. Donc on va dire soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 2. Alors maintenant, on va calculer la valeur absolue de f de x moins 3 demi. Donc ça, c'est égal à la valeur absolue de... Alors on va remplacer f de x par ça. Pour son expression est 2x plus 1 sur x plus 1. Et moins 3 demi. Maintenant, on va réduire au même dénominateur. On va voir le taux sur 2 facteurs x plus 1. Ici, on va avoir 2 facteurs 2x plus 1 moins 3 facteurs x plus 1. Donc ça, c'est égal à le taux sur 2x plus 1. Alors, puisque x appartient à 0,2, bien sûr, x positif. Et il en est de même pour x plus 1, il est aussi positif. Donc, on va enlever la valeur absolue. Donc, on va mettre uniquement x plus 1. Au numérateur, on va simplifier. On va avoir ici 2 fois 2x, c'est 4x. Et 2 fois 1, c'est 2. Moins 3x. Et moins 3 fois 1, c'est moins 3. En valeur absolue. Ça, c'est égal à le tout sur 2 facteurs x plus 1. 4x moins 3x, c'est x. Et 2 moins 3, c'est moins 1. Le tout en valeur absolue. Alors, dans la question, on nous demande de montrer que la valeur absolue de f de x moins 3 demi inférieure ou égale à 1 demi, valeur absolue de x moins 1. Déjà, on a trouvé 1 demi, valeur absolue de x moins 1. Maintenant, on va prendre 1 sur x plus 1 et on va l'encadrer. Alors ici, on a déjà x dans 0,2. Donc, supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 2. Donc, on va encadrer. On va avoir x plus 1. Donc, on va ajouter 1 dans tous les côtés. On va avoir ici 1. Ici, on va avoir 3. Maintenant, on va inverser. 1 sur x plus 1 supérieur. Donc, on va inverser donc les nombres. Et
Donc, on va inverser aussi l'ordre. Donc, ici, on va avoir 1 sur 3. Et l'autre côté, on va avoir 1. Voilà, donc maintenant, on revient à valeur absolue de f de x, moins 3,5. Alors, ça, c'est inférieur. Donc, ici, on a déjà x moins 1 sur 2. Donc, c'est-à-dire 1 demi, valeur absolue de x moins 1. Et pour 1 sur x plus 1, on a déjà majoré par 1 dans cette inégalité. On a majoré par 1. Donc, on va avoir exactement ça. Donc, ici, donc je prends cette inégalité, je multiplie les deux côtés par 1 demi, valeur absolue de x moins 1. On va multiplier par ça, 1 sur x plus 1. Et on va multiplier l'autre côté. Donc, 1 demi, valeur absolue de x moins 1, fois 1. Voilà, donc ça c'est quoi? C'est ça, qui est aussi ça, f de x moins 3 demi en valeur absolue. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Inférieur à 1 demi, valeur absolue de x moins 1. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, dans la deuxième question, on nous demande, en utilisant la définition, donc ça veut dire la définition de la limite, en utilisant la définition, montrer que la limite de f de x moins, ou bien la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à 3 sur 2. Donc, normalement, donc on a déjà dans la question 1, on a déjà montré que la valeur absolue de f de x moins 3 demi inférieure ou égale à 1 demi x moins 1. Alors, dans la limite, il faut montrer que, quel que soit epsilon strictement positif, il existe état strictement positif, tel que valeur absolue de x moins, donc ici, x tend vers 1, donc x moins 1 inférieur à état, implique que la valeur absolue de f de x moins la limite qui est 3 demi, inférieur à epsilon. Donc voilà la définition, c'est ce qu'il faut démontrer. Alors pour montrer ça, alors quel que soit epsilon strictement positif, on a déjà dit ça. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut donc fixer un epsilon, soit epsilon strictement positif. Donc ça c'est la première chose. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un état strictement positif qui vérifie cette implication. Alors pour cela, puisqu'on a déjà fixé epsilon, donc on va travailler avec cette inégalité f de x moins 3 demi en valeur absolue inférieure à epsilon. Voilà, et on va essayer de trouver le état qu'on cherche. Alors, valeur absolue de f de x, normalement c'est toujours la même démarche dans les exercices de ce genre. Alors, f de x moins 3 demi en valeur absolue, à quoi est égal? Donc, on a déjà fait ça. On a déjà fait ça dans la première question. On a déjà montré que f de x moins 3 demi est inférieur. Donc, c'est pas la peine de refaire ça. Est inférieur strictement à 1 demi valeur absolue de x moins 1. Généralement, dans les exercices, il faut montrer que f de x moins la limite L inférieure à une constante m facteur x moins 1. Alors, si x tend vers 1. Normalement, on montre ça. On a déjà montré ça dans la première question pour nous. C'est f de x moins 3 demi inférieur à 1 demi, valeur absolue de x moins 1. Voilà, donc dans la définition de la limite, il faut trouver que f de x moins 3 demi moins epsilon, inférieur à strictement epsilon. Alors, on va dire pour que la valeur absolue de f de x moins 3 demi soit inférieure strictement à epsilon, alors qu'est-ce qu'il faut avoir? Il suffit que ce qu'on a ici soit inférieur à epsilon. Donc, il suffit que 1 demi valeur absolue de x moins 1 soit inférieur à epsilon, tout simplement. Donc, si 1 demi valeur absolue de x moins 1 inférieur à epsilon, on va avoir f de x moins 3 demi en valeur absolue, aussi inférieur à epsilon, c'est ce qu'il faut. Voilà, donc, on va écrire, ça veut dire que valeur absolue, donc, ça veut dire que valeur absolue de x moins 1 inférieure à 2 epsilon. Voilà. Alors, on sait déjà aussi que x est compris entre 0 et 2. Donc, on va dire or, x appartient à l'intervalle 0, 2. Donc, x moins 1. Donc, déjà, x supérieur à 0, inférieur à 2. Alors, x moins 1
inférieur. Donc ici, on va retrancher 1 dans tous les côtés. On va avoir moins 1 ici. 2 moins 1, c'est 1. C'est-à-dire que x, ou bien la valeur absolue de x moins 1 est inférieure strictement à 1. Voilà, donc alors on va avoir dans ce cas valeur absolue de x moins 1 inférieure à 2 epsilon et en même temps valeur absolue de x moins 1 inférieure à 1. Alors pour que la valeur absolue de f de x moins 3 demi soit inférieure à epsilon, il suffit de prendre état, puisqu'on cherche état, égal à donc soit 2 epsilon, soit 1. Donc on va prendre le plus petit des deux, soit 2 epsilon, soit 1. Donc on va mettre inf. Donc, le plus petit de 1 et 2 epsilon. Donc 1 et 2 epsilon. Voilà, maintenant on a montré que si x en valeur absolue, si x moins 1 inférieur à état, qui est inf 1 et 2 epsilon, alors forcément, on va avoir f de x moins 3 demi. On va voir ça, c'est inférieur à epsilon. Et par conséquence, la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à 3 sur 2. Proposition, si la limite d'une fonction numérique f existe en un point, alors elle est unique. Donc voilà, toujours la limite d'une fonction en un point est unique. Donc une fonction ne peut pas avoir deux limites en un point. Alors, limite des fonctions usuelles. Alors, propriété, soit PQ de fonctions polynomiales et A appartenant à R. Alors, première limite usuelle, alors limite de P de X quand X tend vers A est égal à P de A. Donc ici, on a un polynôme. Alors, pour calculer la limite, il suffit de remplacer x par a dans l'expression du polynôme. Donc, par exemple, si le polynôme p de x est égal à, par exemple, x carré moins 6x plus 1, par exemple, alors la limite, dans ce cas, la limite quand x tend vers, par exemple, 1, de p de x est égal à quoi? Est égal à p de 1. Et on calcule P de 1, c'est 1 plus 1, 2, 2 moins 6. Donc, on va avoir 1 au carré, moins 6 fois 1 plus 1. Donc, 1 plus 1, 2, moins 6, c'est moins 4. Donc, voilà la limite. Alors, deuxième limite usuelle, si Q de A est différent de 0, alors la limite de P de X sur Q de X quand X tend vers A est égale à P de A sur Q de A. Donc ici, lorsqu'on a une fraction, c'est-à-dire polynôme sur polynôme, on veut calculer la limite quand x tend vers a, on remplace x par a dans l'expression de la limite, mais à condition que q de a soit différent de 0. Alors, maintenant on passe à la troisième limite. Donc ici on a limite de sinus x quand x tend vers a, c'est sinus a. Alors, comme la fonction sinus est définie sur R, on remplace x par a dans la fonction sinus. La quatrième limite, si a différent de pi sur 2, plus kpi avec k dans z, alors la limite de tangente x quand x tend vers a est égale à tangente a. Même chose ici, on remplace x par a dans la fonction tangente. Mais à condition que a soit différent de pi sur 2 plus kpi. Pourquoi? Parce que la fonction tangente n'est pas définie dans les points pi sur 2 plus kpi. Donc, on a déjà défini la fonction tangente sur moins pi sur 2. Donc, moins pi sur 2 plus kpi et pi sur 2 plus kpi. Donc voilà, on a déjà défini la fonction tangente sur cet intervalle avec cadence z, bien sûr. Alors, comme vous voyez, les points moins pi sur 2 plus kpi ne sont pas inclus dans le domaine de définition de la fonction tangente. Alors, on passe à la cinquième limite usuelle. Limite, quand x tend vers a de cosinus x. Bien sûr, c'est cos a. On remplace x par a. C'est évident. Même chose. Donc, sixième limite, si a supérieur ou égal à 0, alors
La limite de racine de x quand x tend vers a est égale à racine de a. Voilà, même chose, on remplace x par a. Mais à condition que a soit positif. C'est normal puisque la fonction racine n'est pas définie pour les x négatifs. Alors, limite usuelle 7. Donc ici, on passe aux limites des fonctions trigonométriques. Les limites usuelles des fonctions trigonométriques. Alors, la première limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. Voilà, donc ce sont des limites usuelles à retenir, donc à apprendre par cœur, puisqu'on va les rencontrer souvent dans les exercices. Alors, limite de sinus x sur x est égal à 1. Alors, pour la démonstration de cette limite, donc il peut se faire par plusieurs méthodes, soit par la définition de la limite, ou bien par l'encadrement. Donc, on peut utiliser, donc la méthode la plus facile pour niveau bac, c'est la méthode donc, du nombre dérivé. Voilà, donc ici on a la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x. Alors, c'est quoi ça? On va ajouter, donc on va retrancher ici sinus x moins sinus 0. C'est quoi sinus 0? C'est 0. Donc, c'est comme on n'a rien changé. Et au dénominateur ici, x, on va retrancher 0. Donc, sinus x moins sinus 0 sur x moins 0, ça c'est quoi? C'est la limite du taux de dérivabilité de la fonction sinus au point x égale à 0. Donc, c'est-à-dire, ça c'est le nombre dérivé de la fonction sinus. Donc, sinus x, ou bien sinus prime plutôt. Donc, sinus prime au point 0. Alors, c'est quoi la dérivée de la fonction sinus? C'est cosinus. On va voir cosinus 0 qui est quoi? Qui est égal à 1. Donc voilà, on peut démontrer ça avec cette manière. Vous allez voir d'autres techniques pour pour calculer ce genre de limite où il y a donc forme indéterminée, donc sinus 0 sur 0. On va voir 0 sur 0, forme indéterminée, on va voir ça tout de suite. Donc vous allez voir plus tard au niveau supérieur, vous allez voir d'autres techniques pour calculer ce genre de limite. Alors on passe à la deuxième. Donc ici on a la limite tangente x sur x est égale à 1. Voilà, c'est une limite usuelle qu'il faut apprendre par cœur. On l'utilise souvent dans les exercices. Donc, il faut retenir ces limites. Alors, cette limite, on peut la démontrer comme on a fait ici pour la limite usuelle 7 en utilisant le taux de dérivabilité ou bien le nombre dérivé de la fonction tangente x au point x égale à 0. Bien sûr, on va voir tangente 0, c'est 0. On va faire comme ici, même chose. On va voir la limite quand x tend vers 0 de tangente x moins tangente 0 sur x moins 0, c'est quoi ça? C'est le nombre de dérivés de la fonction tangente, c'est-à-dire c'est tangente prime au point 0. Alors, c'est quoi la dérivée de la fonction tangente? Donc, c'est 1 sur cos carré de 0. Donc, je vais vous rappeler la dérivée de tangente x. C'est quoi la dérivée de tangente x? Tangente x prime, c'est 1 sur cos carré de x. C'est aussi 1 plus tangente carré de x. Donc, c'est la même chose. Alors, 1 sur cos carré, c'est quoi cos 0? C'est 1. Au carré, c'est 1. 1 sur 1, c'est toujours 1. Donc, voilà, on a montré ça. Alors, pour la neuvième limite usuelle, c'est la même chose. Donc, on dit que c'est la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré est égal à 1 demi. Alors, pour la démonstration de cette limite, donc la neuvième limite, pour la démonstration, on va utiliser la formule trigonométrique classique. Sûrement, vous avez vu ça dans le chapitre calcul trigonométrique. Donc, vous avez déjà vu que cosinus x est égal à 1 moins 2 sinus carré x sur 2. Donc, vous avez vu cosinus 2 alpha. Donc, cosinus 2 alpha est égal à 1 moins 2 sinus carré alpha. Donc, c'est exactement ça. X et x sur 2, on divise par 2. Alors, maintenant, on va remplacer ou bien on va écrire 1 moins cosinus x est égal. Donc, ici, dans la limite usuelle, on a 1 moins cos x. Donc, 1 moins cos x, cosinus x, l'autre côté, il devient 1 moins cos x. On va avoir 1 moins cos x. Et moins 2 sinus carré x sur 2. L'autre côté, il devient 2 sinus carré x sur 2. Voilà, dans l'expression de la limite, on a la limite quand x tend vers 0 de... Alors,
1 moins cosinus de x. On va remplacer 1 moins cosinus de x par ça. 2 sin carré x sur 2. 2 sin carré x sur 2. Et on divise par x carré. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de 2. Donc ici, on va avoir sinus carré x sur 2 divisé par x carré. Je vais mettre x carré sur 2 au carré. Donc j'ai divisé ici par 2 au carré. Je vais multiplier par 2 au carré. C'est comme on n'a rien fait. Donc c'est la limite quand x tend vers 0. On va avoir 2 sur 2 au carré. C'est 1 demi. Et puis ici, je vais mettre le tout au carré. Voilà, sinus x sur 2. Le tout sur, donc ici on a x carré sur 2 au carré. C'est-à-dire x sur 2. Et le tout au carré. Alors, maintenant, on va calculer la limite. On passe à la limite. On aura sinus x sur 2 sur x sur 2. Donc, comme vous voyez ici, sinus x sur x. C'est quoi? C'est 1. Donc, je vais avoir, déjà, on a 1 demi. On va mettre 1 demi fois 1. Donc, la limite, c'est quoi? C'est rien que 1 demi. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer ici dans la limite. Alors, remarque ici. Donc, remarque. Alors, la limite, quand x tend vers 0, de sinus ax sur x est égal à a. Donc, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Donc, la limite quand x tend vers 0 de sinus, donc ici on a sinus x sur x égale à 1. Alors, sinus ax, ou bien la limite de sinus ax sur x est égal à a. Donc, c'est normal puisqu'il suffit ici de diviser les deux côtés de cette égalité par a. Donc, on va avoir limite quand x tend vers 0 de sinus ax. Alors, on divise par a les deux côtés. On va voir ici sur ax. A sur a, c'est 1. Donc, voilà. Dans la limite, il suffit d'avoir sinus une quantité sur la même quantité. On trouve toujours 1. On trouve 1. Donc, dans les limites usuelles, ici, sinus x sur x. Sinus d'une quantité qui tend vers 0 sur la même quantité. On trouve toujours 1. Même chose pour la tangente. Tangente d'une quantité qui tend vers 0 sur la même quantité. On trouve toujours 1. On trouve toujours 1. Donc ici, on a limite du sinus ax. Donc quand x tend vers 0, ax aussi tend vers 0. Donc sinus ax sur ax. Et bien sûr, c'est 1. Donc, limite du sinus ax sur x, c'est 1. Même chose pour tangente. Limite quand x tend vers 0 de tangente ax sur x est égal à 1. Opération sur les limites. Soit f et g de fonctions et L de réel. La limite de la somme. Alors, si la limite de f est égale à L et la limite de g est égale à L', alors la limite de f plus g est égale à L plus L'. Maintenant, si la limite de f est égale à L et la limite de g est égale à plus l'infini, on va voir la limite de f plus g est égale à plus l'infini. Donc, L plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, maintenant, si la limite de f est égale à L et la limite de g est égale à moins l'infini, alors la somme L et moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, si la limite de f est égale à plus l'infini, la limite de g est égale à plus l'infini, la somme, c'est plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, c'est la limite de f est égale à moins l'infini, la limite de g est égale à moins l'infini, la somme, c'est moins l'infini. Alors maintenant, si la limite de f est égale à plus l'infini et la limite de g est égale à moins l'infini, maintenant on va avoir forme indéterminée. Plus l'infini moins l'infini, c'est forme indéterminée. Maintenant, la limite des produits. Donc, si la limite de f est égale à L et la limite de g est égale à L', alors la limite de f fois g, c'est L fois L'. Maintenant, si la limite de f est strictement positive et la limite de g est égale à plus l'infini, on va avoir L fois plus l'infini et L strictement positive, donc c'est plus l'infini. Le produit, c'est plus l'infini. Maintenant, si L est strictement positif et la limite de g, c'est moins l'infini, donc le produit, on va avoir L fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Maintenant, si L est strictement négatif, alors L fois plus l'infini, on va avoir moins l'infini. L strictement négatif fois moins l'infini, donc négatif fois négatif, c'est plus l'infini. Maintenant, si la limite de f est égale à 0
et la limite de g est égale à plus l'infini. Alors le produit, c'est forme indéterminée. 0 fois plus l'infini, c'est forme indéterminée. Ici, même chose, 0 fois moins l'infini, c'est aussi forme indéterminée. Maintenant, si f tend vers plus l'infini, g aussi tend vers plus l'infini, le produit, c'est plus l'infini. Moins l'infini fois moins l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Maintenant, on passe à l'inverse. Alors, si la limite de f est égale à L, différente de 0, alors la limite de 1 sur f, c'est 1 sur L. Alors, si la limite de f est égale à 0 plus, alors la limite de 1 sur f, c'est 1 sur 0 plus. Donc, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Maintenant, si la limite de f est égale à 0 moins, alors la limite de 1 sur f, c'est 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Maintenant, si la limite de f est égale à plus l'infini, on va avoir la limite de 1 sur f, c'est 1 sur plus l'infini. C'est 0. Et 1 sur moins l'infini aussi, c'est 0. Alors, la limite des quotients, alors si la limite de f est égale à L et la limite de g est égale à L', différente de 0, alors la limite de, voilà, la limite de f sur g, dans ce cas, c'est L sur L'. Maintenant, si la limite de f est égale à L et la limite de g est égale à plus ou moins l'infini. Donc, on va avoir L sur l'infini. Donc, une constante sur l'infini, c'est quoi? C'est toujours 0. Voilà. Maintenant, si la limite de f est égale à L différente de 0 et la limite de g est égale à 0, donc on va avoir L qui est différente de 0 sur 0. Maintenant, on va voir l'infini. Donc, c'est plus ou moins l'infini. Alors maintenant, si la limite de f c'est plus l'infini, ou bien plus ou moins l'infini, alors la limite de g c'est L, une constante, donc on va avoir limite de f sur g, c'est-à-dire l'infini sur, plus ou moins l'infini sur L, c'est plus ou moins l'infini. Maintenant, si la limite de f tend vers 0 et la limite de g aussi tend vers 0, donc la limite de f sur g, on va avoir 0 sur 0, c'est forme indéterminée. Même chose ici, l'infini sur l'infini, c'est aussi forme indéterminée. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a 4 formes indéterminées à retenir. La première, c'est lorsqu'on a 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et lorsqu'on a 0 fois l'infini, soit plus ou moins l'infini, c'est aussi une forme indéterminée. Alors maintenant, si on a infini sur infini, comme ici, infini sur infini, c'est forme indéterminée. Alors, la quatrième forme indéterminée, c'est lorsqu'on a plus l'infini, moins l'infini. Alors, ça, c'est aussi une forme indéterminée qu'on a déjà vu ici. Voilà, donc la limite de f plus g, donc la limite de la somme, si l'une tend vers plus l'infini et l'autre tend vers moins l'infini, donc c'est forme indéterminée. Donc voilà les 4 formes indéterminées qu'il faut retenir. 0 sur 0, 0 fois l'infini, infini sur infini, plus l'infini moins l'infini. Alors, exercice, calculer les limites suivantes. Première limite, la limite quand x tend vers 0 de racine de x plus 4 moins 2 sur x moins x au carré. Alors, on commence par la première limite, x quand x tend vers 0 de racine de x plus 4 moins 2, le tout divisé par x moins x au carré. Alors la première des choses qu'il faut faire, il faut remplacer directement. Et on va voir ce que ça va donner. Donc ici, on va avoir racine de 0 plus 4, c'est-à-dire racine de 4. Donc racine 0 plus 4 moins 2 sur 0 moins 0 au carré. Donc ça, c'est quoi? On va avoir 4. Racine de 4, c'est 2. 2 moins 2, 0 sur 0. Donc c'est une forme indéterminée. Alors, forme indéterminée. Donc, il faut maintenant essayer d'enlever la forme indéterminée pour pouvoir calculer cette limite. Alors, on va écrire la limite quand x tend vers 0 de racine de x plus 4 moins 2 sur x moins x au carré.
Alors ici, on a la racine. Donc, il faut penser à multiplier par le conjugué. Alors, on va multiplier par le conjugué. On va voir la limite quand x tend vers 0 de racine de... Ou bien, on va écrire... alors, le conjugué de racine x plus 4 moins 2. Donc, c'est x... Donc, moins sur x, x moins x au carré. Alors, le conjugué de ça, c'est racine de x plus 4. Au lieu de moins, on va mettre plus 2. Et on va diviser par la même chose. C'est-à-dire racine de x plus 4 plus 2. Alors, ici, on a l'identité remarquable. Ici, c'est a moins b, facteur a plus b. C'est quoi ça? Ça, c'est a carré moins b carré. Donc, le a, c'est racine de x plus 4 et le b, c'est 2. Comme vous voyez ici. Donc, exactement, on va avoir. Donc, ça, c'est la limite quand x tend vers 0, 2. Donc, on va avoir racine. Donc, pour a égale racine de x plus 4 et b égale a 2. Alors, ici, on va avoir a carré, c'est-à-dire racine de x plus 4, ou bien x, voilà, x plus 4 au carré, moins 2 au carré, divisé par, ici on a x moins x carré, on va factoriser par x. Donc on va avoir x facteur 1 moins x. Donc ici il reste racine, donc facteur racine de x plus 4 plus 2. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Alors ici on va avoir donc racine au carré. Donc on va simplifier la racine avec le carré. Il reste x plus 4. Et 2 au carré, c'est 4. On va avoir 4 moins 4, 0. Il reste x. Divisé par x facteur 1 moins x facteur racine de x plus 4 plus 2. Alors, ça, c'est égal à la limite. Quand x tend vers 0. Donc, ici, on va simplifier par x. Il reste 1 sur 1 moins x facteur racine de x plus 4 plus 2. Maintenant, on a enlevé la forme indéterminée car on a simplifié par x qui pose le problème d'indétermination. Donc maintenant, il n'y a plus d'indétermination. On va remplacer maintenant directement avec 0. Alors, x avec 0, donc on va avoir 1 sur... Alors, 1 moins 0, c'est 1. Alors, donc on va avoir 1 moins 0, facteur racine de 0 plus 4 plus 2. Alors, tout ça, c'est égal à 1 sur 1 moins 0, c'est 1. 0 plus 4, c'est 4. Racine de 2, ou bien racine de 4, c'est 2. On va avoir 2 plus 2. Donc, ça, c'est 1 sur 4. Donc, voilà la limite. Maintenant, on passe à la deuxième limite. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, facteur racine de 3x carré plus 1, moins racine de x carré plus x. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x, facteur racine de 3x carré plus 1, moins x carré plus x, moins racine de x carré plus x. Alors, maintenant, on va remplacer directement. Donc, on va avoir 1 sur plus l'infini. Donc, 1 sur plus l'infini. Ici, on va avoir plus l'infini et moins l'infini. C'est une forme indéterminée déjà. Et donc, plus l'infini, moins l'infini, forme indéterminée sur l'infini. Donc, ça, c'est une forme indéterminée. Alors, pour enlever la forme indéterminée, on a le choix, soit de multiplier par le conjugué ou bien factoriser par x carré à l'intérieur de la racine. Donc, on factorise par le monome de plus haut degré. Alors, la méthode de conjugué, multiplication par conjugué, donc n'aboutit pas dans ce cas, puisque ici on va avoir, ici on a x carré, le monome de plus haut degré,
x carré multiplié par 3. Alors que le monome de plus haut degré ici, x carré, est multiplié par 1. Donc, x carré, donc les deux monomes de plus haut degré doivent avoir le même coefficient. S'ils n'ont pas le même coefficient, donc il ne faut pas utiliser la méthode de multiplication par conjugué. Alors dans ce cas, on va faire la multiplication ou bien la méthode de factorisation. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x. À l'intérieur de la racine, on va factoriser par x carré. On va avoir racine, donc facteur déjà, racine de x carré facteur. Donc le premier terme, il reste 3 plus 1 sur x carré. Donc moins racine de, même chose, on va factoriser par x carré à l'intérieur. Il reste 1 plus 1 sur, ou bien x sur x carré. Voyez, x sur x carré. Donc, on a factorisé par x carré, on divise par x au carré. Pour garder la même, ou bien la même expression de la limite de départ. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x. Donc, ici, on va avoir racine. Alors, x carré, racine x carré. On va faire sortir x carré à l'extérieur de la racine. Donc, on va avoir racine x carré qui est x. On va avoir ici x. Il reste, donc à l'intérieur de la racine, il reste 3 plus 1 sur x au carré, moins racine. Donc, même chose ici, je vais faire sortir x carré à l'extérieur de la racine. Donc, je vais simplifier avec le carré. Il reste uniquement x. Donc, racine de 1 plus, alors x sur x carré, c'est 1 sur x. Voilà, donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, on va factoriser les deux termes ici par x. On va avoir x sur x. Facteur, racine de 3 plus 1 sur x carré, moins racine de 1 plus 1 sur x. Bien sûr, on va simplifier par x. X sur x, on va simplifier. Alors, il reste la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 3 plus 1 sur x carré, moins racine de 1 plus 1 sur x. Alors maintenant, le x qui pose le problème de format déterminé, on a simplifié avec. Donc il n'y a plus maintenant de format déterminé, on remplace directement. Dans la première racine, on aura 3 plus 1 sur plus l'infini. Alors x, quand x tend vers plus l'infini, x au carré aussi tend vers plus l'infini. On va avoir 1 sur l'infini, c'est 0. Donc on va avoir exactement racine de 3 moins, ici on va avoir 1 sur x tend vers 0. Il reste racine de 1 qui est 1. Donc voilà la limite, c'est racine de 3 moins 1. Alors maintenant, on passe à la troisième limite. C'est la limite quand x tend vers 0, sinus 3x sur 7x. Donc troisième limite, c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus 3x sur 7x. Donc on va utiliser la limite usuelle. On a déjà dit que la limite de sinus AX sur x, quand x tend vers 0, alors c'est quoi ça? C'est A, tout simplement. Donc ici on a sinus, donc tout d'abord je vais séparer 1 sur 7, donc la limite quand x tend vers 0, je vais mettre 1 sur 7 à côté, puis je vais avoir sinus 3x sur x. Alors on a déjà dit que c'est A. On va avoir ici, donc ici le A c'est 3, donc on va avoir la première, donc ici on a le facteur déjà, 1 sur 7, et puis l'expression sinus 3x sur x, c'est 3. Donc finalement, c'est 3 sur 7. Donc si vous n'aimez pas utiliser ça, il suffit de multiplier et diviser par 3. Donc vous allez avoir limite quand x tend vers 0, ici bien sûr, de 1 sur 7, sinus 3x. Alors ici on a x, on va le multiplier par 3. Et on va, j'ai divisé par 3. Je vais multiplier ici par 3 pour garder la même expression de départ.
Voilà, donc je vais avoir ici sinus 3x sur 3x. Sinus une quantité qui tend vers 0 sur la même quantité. Donc ça, c'est 1. Donc je vais avoir 3 sur 7 fois 1. C'est 3 sur 7. C'est la même chose. Alors maintenant, on passe à la limite numéro 4. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 de tangente 5x sur sinus x. Donc limite numéro 4. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 de tangente 5x sur sinus de x. Alors ici, si on remplace directement, on va avoir tangente 0, c'est 0, sur sinus 0, c'est aussi 0. Donc ça, c'est une forme indéterminée. Alors maintenant, on va essayer d'enlever la forme indéterminée. Alors, c'est la limite quand x tend vers 0. Alors pour cela, on va se servir des limites usuelles qu'on a déjà vues dans la propriété. Alors, les limites usuelles, c'est tangente grand X sur grand X et tend vers 1. Quand grand X tend vers 0, bien sûr. Même chose, sinus grand X sur grand X, il tend vers 1 quand grand X tend vers 0. Alors, c'est la même chose qu'on va faire ici. Donc, je vais séparer tangente d'une part. Donc, tangente 5x et 1 sur sinus x de l'autre. Donc, on va avoir 1 sur sinus x ici. Alors ici, pour faire intervenir la limite usuelle, comme ici, on a tangente x sur x. Tangente d'une quantité qui tend vers 0 sur la même quantité. Donc ici, on a tangente 5x, donc on va diviser par 5x. Et pour garder la même expression de départ, on va multiplier par la même chose. Donc je vais ici diviser par x et multiplier là par 5. Donc on va avoir 5 sur 5 qui vont se simplifier et x sur x aussi ils vont se simplifier. Maintenant, on a fait intervenir deux limites usuelles quand on connaît sa limite quand x tend vers 0. Alors ici, on va avoir la première expression étant vers 1 fois 5 sur sinus x sur x étant vers 1. Donc finalement, la limite, c'est quoi? C'est rien que 5. Bien sûr, vous pouvez utiliser donc tangente, le fait que tangente AX sur x tend vers A, quand x tend vers 0. Donc on peut l'utiliser aussi ici. Donc on va avoir la limite quand x tend vers 0 de tangente 5x fois 1 sur sinus de x. Alors au lieu de diviser par 5x, on va uniquement diviser par x. Et on va multiplier par la même chose. Donc la première expression d'après cette formule étant vers le coefficient ici de x, c'est 5, fois 1 sur sinus x sur x, il tend vers 1. Donc, on va avoir 5. Donc, vous choisissez la méthode qui vous convient. Alors, on continue par l'autre limite. Alors, c'est la limite de sinus x moins tangente x sur x à la puissance 3, quand x tend vers 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 de sinus x moins tangente x, le tout sur x à la puissance 3. Alors ici, si on remplace directement, bien sûr, on va avoir sinus 0, c'est 0, moins tangente 0, c'est 0. Donc on va avoir 0 sur 0 à la puissance 3 qui est 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc pour lever la forme indéterminée, on va simplifier l'expression de la limite. Donc on va avoir, ça c'est la limite quand x tend vers 0. Donc ici, l'idée c'est de transformer tangente x en sinus sur cosinus. Donc on va avoir sinus x moins tangente qui est sinus x sur cos x, le tout sur x à la puissance 3. Ça c'est la limite quand x tend vers 0. Maintenant on va factoriser le numérateur par sinus x. Donc on va avoir sinus x. Alors ici il reste 1 moins 1 sur cosinus de x. Le tout sur x à la puissance 3. Alors x à la puissance 3, je vais mettre ici x au carré
Et là, je vais mettre x. X fois x carré, c'est x3. Le voilà. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x. On connaît déjà la limite de sinus x sur x, c'est 1. Donc, on va pas toucher. Alors, l'autre expression, je vais réduire au même dénominateur ici au numérateur. On va avoir cosinus de x moins 1, le tout sur cosinus x. Et sur x carré, donc on va multiplier par x carré. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, on va avoir cosinus de x moins 1 sur cosinus de x, le tout sur x carré. Comme vous voyez, on a a sur b, le tout sur c. C'est quoi ça? On va prendre a sur b et on va multiplier par l'inverse de c, c'est-à-dire 1 sur c. Directement, c'est a sur bc. C'est ce qu'on a fait ici. Cosinus de x moins 1 sur x carré fois cos de x. Le voilà. Alors, ça c'est égal à, donc la limite quand x tend vers 0. Donc sinus de x sur x, on a déjà dit qu'on connaît ça, donc sa limite. On ne va pas toucher bien sûr. Et ici on aura cosinus de x moins 1 sur x carré. Ça c'est une limite usuelle aussi, on va utiliser. Et finalement, il reste 1 sur cosinus de x. Alors maintenant, on va calculer. Alors, ça c'est égal à. Donc la première expression, elle tend vers 1. La deuxième expression, elle tend vers moins 1. Donc, dans la propriété, on a vu 1 moins cosinus x sur x carré. Donc, 1 moins cos de x sur x carré. La limite de ça, quand x tend vers 0, c'est 1 demi. Donc, on va mettre moins 1 demi, puisqu'on a cos moins 1. Ici, on a 1 moins cos, l'inverse. Donc, c'est moins 1 demi. Et on multiplie par 1 sur cosinus 0, c'est-à-dire cos 0, c'est 1. Donc, 1 sur 1. Tout ça, c'est égal à moins 1 sur 2. Voilà la limite. Alors, finalement, on passe à la limite, ou bien à la dernière limite. C'est la limite quand x tend vers pi sur 4, tangente carré x plus 2 tangente x moins 3 sur sinus x moins cos x. Donc, limite 6, c'est la limite quand x tend vers pi sur 4. Donc, de tangente au carré de x plus de tangente x moins 3, le tout sur sinus de x moins cosinus de x. Alors ici, si on remplace directement, on trouve tangente pi sur 4, c'est 1, plus 2 fois tangente pi sur 4 qui est 1, donc 2 fois 1, moins 3 sur sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, moins cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc on va avoir 1 plus 2, c'est 3, 3 moins 3, 0, sur 0. Forme indéterminée. Alors maintenant, on va essayer de lever la forme indéterminée. Alors, au numérateur, on a un trinôme. Donc, le trinôme x carré plus 2x moins 3. Donc, si on pose grand X égale à tangente X, on va avoir x carré plus 2x moins 3. Alors, la somme des coefficients, ici, on a 1 plus 2, c'est 3. 3 moins 3, 0. La somme des coefficients de ce polynôme est égale à 0. Donc, forcément, 1 est une racine de ce polynôme. Donc, ce polynôme s'écrit sous forme 1 moins, donc x moins 1, facteur. Alors, par quoi il faut multiplier x pour avoir x carré? On multiplie par x. X fois x carré, x fois x, c'est x carré. Maintenant, par quoi on multiplie moins 1 pour avoir moins 3? Tout simplement par plus 3. Moins 1 fois plus 3, c'est moins 3. Donc ça, c'est une technique pour trouver la factorisation de ce polynôme sans calculer les racines. Sinon, vous calculez, si vous ne connaissez pas, si vous ne voulez pas utiliser ça, vous calculez delta, vous trouvez les racines et vous factorisez. Donc les racines, vous allez trouver 1 et moins 3.
Alors maintenant, donc on va factoriser le polynôme au numérateur de la limite, de l'expression de la limite. Donc x tend vers pi sur 4, 2. Donc, donc le numérateur, ici on a tangente carré plus 2 tangente moins 3. On va l'écrire sous cette forme. On va avoir tangente x moins 1 facteur tangente x plus 3. Et au dénominateur, on a sinus moins cos. On va factoriser par cos pour faire intervenir tangente. On va factoriser par cos, on va avoir cosinus de x facteur. Ici, on va avoir sinus sur cosinus, c'est tangente x. Et ici, il reste moins 1. Alors, maintenant, je peux simplifier par tangente moins 1 et tangente moins 1. Comme vous voyez, c'est tangente moins 1 normalement qui forme la forme indéterminée. Quand x tend vers pi sur 4, tangente x tend vers 1. 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. Donc 0 sur 0. Voilà, donc on a simplifié ou bien par le terme qui pose la forme indéterminée. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste la limite quand x tend vers pi sur 4. Donc ici tangente x plus 3 divisé par cosinus du x. Alors maintenant, si on remplace, on ne va pas trouver de forme indéterminée. Donc ici, on va avoir, donc on remplace directement. Tangente pi sur 4, c'est 1 plus 3. Sur cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Ou bien tout simplement 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. C'est quoi ça? 1 plus 3, c'est 4. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2. Comme tout à l'heure, on a 1 sur racine de 2. On prend, donc, on prend ici le 1 qu'on a ici. Donc ça, c'est égal à 1. Le voilà. Et puis 1 sur racine de 2, on multiplie par l'inverse de 1 sur racine de 2, qui est racine de 2. Donc voilà, 4 racines de 2. Ça, c'est le résultat de la limite numéro 6. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.